Est-ce qu'on se dirige vers le premier Alcaraz-Sinner de la saison 2026 ou est-ce que Medvedev ou Zverev ou les deux vont créer la surprise et se faufiler en finale en battant soit Alcaraz pour l'un, soit Sinner pour l'autre? On va faire le pronostic, mon pronostic des demi-finales avec cette question évidemment qui sera le fil rouge de cette vidéo. Est-ce que Sinner et Alcaraz vont perdre leur demi-finale et puis est-ce qu'Alcaraz plus globalement va perdre son premier match en 2026? C'est la question qu'on va se poser sur cette vidéo. Donc on va revenir un petit peu sur les deux derniers tours. Voilà, on a fait un bilan en huitième de finale. On a fait un bilan mes pronos des huitièmes de finale. J'ai plutôt été pas mal. J'ai fait 7 sur 8 à part le Draper Djokovic et à 2 points près ça passait. Mais donc on va faire un bilan maintenant de tout ce qui s'est passé en huitième et en quart de finale. Revenir sur les performances d'Alcaraz, de Medvedev, de Sinner, d'Alexander Zverev. Leur rendre hommage pour leur tournoi qu'ils font parce que tous les quatre c'est un très bon tournoi encore qu'ils nous font. Et puis on va évidemment faire mon pronostic du Alcaraz-Medvedev. Puis ensuite du Yannick Sinner, Alexander Zverev, deux rencontres qu'on a quand même pas mal vues, qu'on n'a pas vu entre Alcaraz et Medvedev l'année dernière. Sur Medvedev l'année dernière, c'était pas le grand Medvedev. Et puis bon, bah voilà, pour jouer Alcaraz, quand Medvedev a fait un classement qui oscillait entre la 5e et la 11e place et la 15e place en dernier, il fallait au moins qu'il aille en 8e d'un grand tournoi, ce qui a été très très rare l'an dernier. Donc on va commencer par Alcaraz, qui est évidemment numéro 1 mondial, toujours invaincu, et encore une fois, toujours invaincu. Il était invaincu il y a 3 jours, il est encore invaincu aujourd'hui en ayant battu Casper Ruud 6-1, 7-6, en ayant fait un match pendant un set, c'était clairement injouable. Après, bon, ça a été un petit peu moins bon, mais bon, quand je dis un tout petit peu moins bon, c'est qu'au lieu d'être à 100%, il était quoi, à 90%, il gérait, c'était, bref, Alcaraz impressionnant. De toute façon, Alcaraz à Indian Wells, ça a toujours été un très très bon Alcaraz. Il a remporté 2 fois le tournoi. L'an dernier, il perd en demi-finale face à un excellent Jack Draper, donc Alcaraz, je ne fais jamais de soucis à Indian Wells, il va toujours être très très bon. Et puis face à Cameron Norrie, qui avait profité aussi, il faut le dire, d'un bon tableau, même s'il a quand même battu de minor, il faut quand même lui rendre hommage là-dessus. Mais voilà, Cameron Norrie, même si Cameron Norrie l'avait battu 3 fois, on peut donner des excuses à Alcaraz sur ces 3 défaites, même si il y a quand même eu 3 victoires de Cameron Norrie, faut pas les retirer. Et Alcaraz, globalement, voilà, ça n'a pas fait un pli, ça a fait 3 et 4. Et on a un Carlos Alcaraz qui n'a perdu qu'un seul set face à Arthur Rinderknecht et qui derrière, il a mis 6-2, 6-3 à Dimitrov. Il a mis 6-7, 6-3, 6-2 à Rinderknecht, 6-1, 7-6 à Casper Ruud, 6-3, 6-4 à Cameron Norrie. Donc il déroule globalement, à part face à Rinderknecht où il est mené 1-7, 1 break, mais ensuite il a déroulé. Le reste, c'est Alcaraz clairement qu'on connaît en 2026. C'est un Alcaraz qui ne perd pas, c'est un Alcaraz qui est en pleine confiance, qui est en pleine possession de ses moyens et qui est évidemment très 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 difficile à battre. Et en face, il va jouer un joueur qui renaît vraiment de ses cendres d'une année 2025 très compliquée, même si la fin était un petit peu mieux. Le début 2026 est franchement prometteur. Il y a un titre en début de saison. Il y a ensuite ce 8e à l'Open Australie, même s'il se fait éclater par Leonard Tien. Il s'est vraiment laminé par Leonard Tien. Il prend vraiment cher. Ensuite, ça a été un petit peu plus compliqué à Rotterdam, à Doha, mais il arrive à remporter Dubaï. Alors, Griekspoor ne fait pas la finale, mais pour moi, il aurait été favori de cette finale-là. On ne sait jamais ce qui serait passé, mais pour moi, il était favori de cette finale. Donc, il remporte Dubaï sans jouer la finale, mais quand même, il a été très bon sur le tournoi. Et puis là, il arrive en plus en étant en retard avec tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Il arrive en retard et il fait un début de tournoi. Et un tournoi, même c'est pas un début, parce que là, on arrive en demi-finale. Il fait un tournoi globalement très très bon. Il sort tablé au premier tour 6-4, 6-2. Il met 6-4, 6-0 à Sébastien Baez. Il met 6-2, 6-4 à Mikkelsen, qui pouvait peut-être être un match piège. Il l'a explosé, 6-2, 6-4. Et face à Jack Draper, qui sort Novak Djokovic d'un gros match face à Novak Djokovic, parce que franchement, Jack Draper, je pensais pas qu'il allait battre Djokovic, surtout en 3-7. Je pensais que s'il le battait, ça allait être en 2-7. Je le voyais pas battre en 3-7 Djokovic, sachant qu'il était sur le retour. Et qu'on sait que physiquement, Jack Draper, c'est quand même très fragile. Mais aller sortir quand même 7-6 au 3e set, franchement, très belle perf de Jack Draper, parce que Djokovic, c'était quand même un bon Novak Djokovic, mais ça a été aussi un très bon Jack Draper. Et on a senti vraiment ce match face à Medvedev que la machine fallait. En plus, il n'a pas eu de bol Draper parce qu'il a joué 2 jours de suite. Alors, par exemple, il y en a qui ont joué tous les 2 jours, comme par exemple Yannick Sinner et Zverev, ils ont joué tous les 2 jours. Draper, il a dû enchaîner son combat face à Djokovic pour ensuite enchaîner un potentiel combat face à Medvedev, parce que tu sais que face à ce Medvedev-là, il faut faire un combat pour aller le chercher parce que c'est un très bon Medvedev. Et tu as le premier set, tu sens que la machine, elle est en roue, qu'il faut la remettre en marche. Tu as 6-1 pour Medvedev. Et puis ensuite, tu as cette histoire dans le deuxième set à 5 partout. On va y revenir un petit peu parce qu'évidemment, c'est un fait de jeu qui a eu quand même des conséquences parce que derrière, Draper se fait breaker. Mais donc, si vous n'avez pas vu cette histoire, tu as Draper, il est mené 0-15 sur le service à 5 partout. Donc, le jeu de service où il se fait breaker. Il y a ce point où Medvedev fait une balle qui est vraiment limite. Draper, il est surpris, il fait un geste comme ça. Comme si il ne croit pas qu'en fait la balle est bonne, mais il continue à jouer. Il y a encore 4-5 frappes et Medvedev rate et fait filet. Donc, normalement 15A, sauf que Medvedev, il demande la vidéo
parce qu'il se plaint en fait d'avoir été gêné par Jack Draper. Sauf que, je vais revenir là-dessus, pour moi, c'est pas normal. Pour moi, si tu es gêné par Jack Draper, tu t'arrêtes tout de suite. Tu t'arrêtes tout de suite. À partir du moment où Draper fait ça, tu t'arrêtes le point. Parce que si Medvedev gagne le point, jamais il n'aurait dit qu'il avait été gêné par Jack Draper. Donc là, il fait ça parce qu'il sait très bien qu'il a perdu le point et que c'est sa seule chance, entre guillemets, d'aller chercher ce point. Ce point, comme je l'ai dit, très très important. Et donc, il prend la vidéo et la vidéo donne raison à Medvedev. Ça donne la raison à Medvedev et ça fait du coup point pour Medvedev. Et c'est quand même, moi je pense que, Medvedev, s'il s'est arrêté tout de suite et qu'il avait dit j'ai été gêné, même si quand même, voilà, mais s'il avait dit tout de suite j'ai été gêné, je veux le point et tout, je demande la vidéo, là j'aurais trouvé ça entre guillemets normal, même si en termes de fair play on peut se poser la question, mais j'aurais trouvé ça normal entre guillemets qu'il s'arrête et qu'il dise tout de suite j'ai été gêné. Parce que c'est comme à l'époque quand il y avait le challenge, quand il y avait des juges de ligne et qu'on jugeait par exemple qu'on avait le challenge, on arrêtait le point, on disait je pense que la balle est faute par exemple, j'arrête le point et je demande le challenge. Et si du coup la balle était faute, ça te donne des gains de cause, tu gagnais le point. Si la balle était bonne, tu perdais le point. Tu pouvais pas faire ton point et ensuite dire non mais le troisième coup de raquette, la balle était faute, je veux le challenge sur cette balle là. Non, ça marche pas comme ça. Et non, pour moi, ça n'aurait pas dû marcher comme ça aussi hier. Ça aurait dû, Medvedev, soit il s'arrête, il arrête le point, il demande la vidéo et ensuite c'est assez risque et péril, soit l'arbitre lui donne raison, la vidéo lui donne raison et il gagne le point, soit Draper prend le point, ou soit il continue le point, il le perd et Draper prend le point. Donc pour moi, ouais, j'ai l'impression que Draper, il s'est fait, là sur ce point-là, il se fait un petit peu avoir parce que c'est un peu c'est un peu face, tu perds, je vais y arriver, face, pile, tu perds, face, c'est Medvedev qui gagne, quoi qu'il arrive, parce qu'au final, si Medvedev prend le point, il prend le point, et si Medvedev perd le point, il peut demander la vidéo parce qu'il a été gêné par Jack Draper, donc c'est un petit peu problématique, mais ça n'enlève pas, globalement, ça n'enlève pas quand même le match de Medvedev, le tournoi de Medvedev, ça n'enlève pas ce que fait Medvedev sur le tournoi. Et donc, est-ce qu'il peut battre Carlos Alcaraz? Ça fait 6-2 au head-to-head pour Alcaraz. Medvedev l'a pas battu depuis la demi-finale de l'US Open 2023, donc ça fait 2 ans et demi que Medvedev n'a plus battu Alcaraz. Je rappelle qu'ils ne se sont pas joués en 2025. Pour moi quand même Alcaraz, surtout à Indian Wells, favori. Ils sont déjà joués à Indian Wells, mais pour moi Alcaraz quand même favori à Indian Wells parce qu'Alcaraz à Indian Wells il joue vraiment très très bien, même si Medvedev c'est un très bon Medvedev. Je suis très content de retrouver un Medvedev à ce niveau là, mais je trouve quand même qu'il y a encore une marge, je pense, avec Alcaraz, avec Sinner globalement. Je pense que là il a clairement un niveau qui peut se rapprocher du top 5, mais se rapprocher comme du top 2, franchement, entre Sinner et Alcaraz, il y a quand même encore une différence, notamment avec Alcaraz sur ce début de saison qui marche sur l'eau. Et je pense pas que ce sera Medvedev qui sera le premier joueur en 2026 à battre Carlos Alcaraz. Et je pense que Medvedev, même s'il va essayer de faire son match et tout, et je pense qu'il a vraiment des armes, en tout cas pour essayer de gêner Alcaraz, je ne vois pas le battre. Je ne vois pas battre Alcaraz. Peut-être aller chercher un petit set, mais bon, si Alcaraz il nous fait le même début face à Casper Ruud, ça va faire très très mal à Medvedev. Et je pense que le début qu'il a fait face à Ruud, quel que soit le joueur en face, ça fait très très mal pour n'importe qui. Et ouais, pour moi, Medvedev, ça va être compliqué parce que Alcaraz va bien le retourner, je pense. Alcaraz va bien le manœuvrer et Alcaraz, il est capable de tout faire dans le petit jeu. Il va le manger dans ce moment-là. Même dans l'échange, Alcaraz, il est capable de tourner autour de son revers pour prendre le contrôle avec son coup droit, de faire des petites amortis, de faire des coups magiques, de faire des lobes de revers, un revers en lobe volé, des coups magiques comme il est capable de le faire. Et je pense que Medvedev, ouais, il va se faire, je pense, avoir et peut-être un 7-5-6-3, quelque chose comme ça, un premier set un peu serré et puis ensuite un deuxième où il y a un break et Alcaraz qui gère, je crois, un match de ce style-là, avec un Medvedev qui ne démérite pas et à la fin on dit il a fait un bon match, mais en face c'était trop fort. Voilà, je pense qu'on va avoir ce scénario-là avec un Medvedev qui va faire un bon match, mais en face un Alcaraz qui va faire un très bon match et qui va s'imposer. De l'autre côté, on a Alexander Zverev qui retrouve les demi-finales à Indian Wells, d'ailleurs qui retrouve pour la première fois les demi-finales à Indian Wells parce que ça y est, Alexander Zverev est le 5e joueur de l'histoire derrière le Big Four à être en demi-finale de tous les Master 1000. C'est quand même une performance qu'il faut souligner, c'est quand même une très belle performance. C'est seulement le 5e joueur depuis 1990 à réaliser cette performance. Comme j'ai dit, il n'y a que le Big Four qui l'ont fait, donc Federer, Nadal, Djokovic, Andy Murray qui ont fait cette performance-là, donc c'est quand même une très belle performance et il faut rendre hommage à Zverev pour cette performance-là, qui a battu Arthur Fils en quart de finale. Arthur Fils 6-2, 6-3, un peu déçu de ce match, mais c'est quand même dingue de se dire qu'on a un peu déçu d'Arthur Fils sur un match en quart de finale contre Zverev à Indian Wells, alors qu'il y a un mois, on espérait juste qu'il puisse enchaîner des matchs, et que là, on est peut-être un tout petit peu déçu du fait qu'il prenne 6-2, 6-3 par Zverev en quart de finale d'Indian Wells, alors que je pense qu'il y a un mois, on signait tous pour avoir Arthur Fils en quart de finale à Indian Wells, donc voilà, micro-déception, mais bon, Zverev quand même très très bon globalement. Zverev qui, à part ce match face à Nakashima où il était ultra tendu,
c'est globalement un bon Zverev qui gagne 3 et 4 contre Berrettini, donc 7-6, 5-7, 6-4 face à Brandon Nakashima, un match où vraiment il était tendu de chez tendu. Ensuite 3 et 4 contre Francesco Tiafoe, 2 et 3 contre Arthur Fils, donc c'est du bon Alexander Zverev, Fils d'ailleurs qui avait fait un bon match aussi contre Félix Auger-Aliassime, notamment cette remontada dans le tie-break alors qu'il était mené 5-0 et cette balle de 7 sauvée, notamment celle à 6-5 qui est complètement dingue sur un passing. Mais donc ouais, Zverev qui, à part ce match contre Nakashima, c'est du très 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 bon Zverev. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Zverev aussi bon, je trouve, en Master 1000. Et Alexander Zverev joue face à Yannick Sinner. Ça fait 6-4 au head-to-head, mais depuis 2024, ça fait 5-0 pour Yannick Sinner. Zverev n'a plus battu Sinner depuis ce fameux match à l'US Open 2023. Ce match en 5-7, c'était en 8e de finale. Ouais, c'était en 8e de finale. Ce match complètement dingue entre Zverev et Yannick Sinner. Il y a eu aussi ce match à Cincinnati complètement dingue entre Zverev et Sinner. On a eu cette finale à Vienne où Zverev est pas si loin. On a eu cette dérouillée à Paris où il lui met 6-0, 6-1 Sinner. Et on a eu ce match au Masters, ça fait 6-4, 6-3 pour Sinner, où Sinner il a 3 balles de break, il en convertit 2. Et Zverev il a 8 balles de break, il en convertit 0. La différence elle s'est jouée évidemment là, avec un Sinner qui était ultra réaliste et un Zverev qui sur les occasions ne pouvait rien faire parce qu'il tapait pas une balle. T'avais soit Sinner qui faisait service gagnant, soit qui faisait ace. C'était complètement fou Sinner sur ce Masters de la saison dernière. Sinner qui a battu Fonseca, je me suis trompé. Je vais rendre hommage à Fonseca là-dessus parce que franchement j'avais peur que ça fasse cheat et que Fonseca surjoue. Ça a été un super match où franchement Fonseca il est pas loin du tout de prendre le premier set. D'ailleurs il a un point parce qu'il mène 6-3 dans le tie-break, il est vraiment pas loin. Mais ça a été un très bon Fonseca qui a montré de très belles choses et il faut que ces belles choses il les montre maintenant à tous les matchs parce que ce qu'il a fait franchement je demande à revoir ça face à Sinner, face à Alcaraz mais aussi face aux autres joueurs du top 100, du top 50, ces joueurs là je veux que voilà on ait un Fonseca qui joue ces matchs là tout le temps et on aura vraiment un super Fonseca. Et puis face à Tienne, on sait que Tienne franchement c'est dommage parce que c'est quand même un super joueur, mais bon, le déficit de puissance qu'il a face à Yannick Sinner, c'est triste. Et là, pour le coup, c'est peut-être plus Tienne qui a surjoué par rapport à Joao Fonseca, mais Tienne, voilà, qui se qualifie encore une fois en quart de finale. J'avais parlé du fait face à Davidovich Fokina qu'on allait avoir un match made in Davidovich Fokina, c'est-à-dire Davidovich qui a des balles de match et qui perd le match. C'est ce qui s'est passé, il a 2 balles de match à 5-4. Notamment une où il y a un point qui est assez long, il monte au filet, il rate la volée. D'ailleurs, très beau passing de Lerner Tienne aussi. Et Tienne qui s'impose derrière dans le tie-break. Et donc, on a Yannick Sinner qui, 7-6, 7-6, Joao Fonseca. 6-1, 6-2, Lerner Tienne, il a complètement explosé. Et là, il joue face à Zverev. Comme j'ai dit, un très très bon Zverev. Et je pense qu'on va avoir un match en 3-7 sur ce match entre Zverev et Yannick Sinner. Je ne vois pas Sinner perdre, mais je vois un match en 3-7 un peu type Vienne. Ce qui s'est passé à Vienne, c'est-à-dire Zverev peut-être qui prend le premier set, Sinner qui ensuite prend le deuxième puis le troisième set. Parce que Alexander Zverev, il a tendance, je trouve, quand même à bien démarrer ses matchs. Face à Arthur Fils, il mène très très vite 4-1. Mais voilà, Zverev, je trouve vraiment bon sur ce tournoi. Alors après, à voir ce que ça donne. Là, c'était face à Fils, face à Tiafoe, face à Nakashima. C'est Nakashima, je ne trouvais pas vraiment bon, mais c'était pas ça ces joueurs-là. Là, il joue quand même Yannick Sinner. C'est quand même, j'aime bien Arthur Fils, mais c'est quand même par rapport à Arthur Fils, il y a quand même quelques classes d'écart. J'aimerais bien qu'Arthur Fils il soit au niveau de Yannick Sinner, ça c'est sûr. Mais voilà, franchement, Zverev, il joue vraiment bien en ce moment. Et pour moi, il peut prendre un set à Yannick Sinner, voire même potentiellement 2. Mais je ne vois pas Zverev remporter ce match. Et ça va faire pour moi 3-7 pour Yannick Sinner. Donc je vois un 3-7 Sinner entre Sinner et Zverev. Et un 2-7 pour Alcaraz avec un premier set serré contre Daniil Medvedev. Dites-moi vous si vous voyez une surprise. Est-ce que il y a Zverev qui va battre Sinner ou Medvedev qui va battre Alcaraz ou voir les deux? Pourquoi pas voir Zverev et Medvedev en finale? Ça ferait une finale très made in 2020-2021 entre les deux, c'est sûr, entre les deux membres de la next gen, qu'on appelait évidemment la next gen, qui était amenée à gagner des grands chelems après la fin du Big Three. Au final, il n'y a eu qu'un seul grand chelem. C'est pour Medvedev. Et puis maintenant, on a cette génération Sinner et Alcaraz qui rafle tout. Est-ce qu'ils vont encore tout rafler à Indian Wells? Est-ce que Sinner et Alcaraz vont remporter le tournoi, vont aller en finale? Parce que s'ils vont en finale, ils vont forcément remporter le tournoi. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si la vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour parler de ces demi-finales, pour parler de cette finale à venir. Contre qui, on ne sait pas. Pour moi, ce sera entre Sinner et Carlos Alcaraz. Je vous dis salut à tous. Portez-vous bien.